Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de cet entretien. Maïcha s'honore d'avoir dans ses studios un des plus brillants économistes que l'Afrique ait jamais eu. Je vais parler de Mamadou Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'être dans nos studios. C'est un plaisir. Alors, vous êtes un agrégé en économie, professeur agrégé d'économie avec la spécialité fiscalité et monnaie. Oui. Je suppose que ça, c'est vrai. Oui. Vous êtes aussi un homme politique de premier plan. Ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, oui. Ancien ministre de l'économie et des finances, député, puisqu'il faut être député avant d'être président de l'Assemblée nationale, il faut le rappeler. Il paraît que vous êtes libéral, oui. Mais convaincu, et vous réclamez aussi du socialisme. Non, j'ai travaillé, j'ai été secrétaire général adjoint, vice-président et président par intérim d'un parti politique ivoirien, qui lui-même appartenait à l'international socialiste. Mais vous savez, dans l'international socialiste, il y avait Fidel Castro, Yasser Arafat, Tony Blair, et Bill Clinton. Bon, ça fait... C'est une diversité de courants. Une très grande diversité. Mais vous vous y retrouvez. Oui. En ce moment-là. Surtout qu'en Afrique, les partis politiques jusqu'à présent se réclament d'idéologie, mais dans la pratique, on ne voit pas vraiment dans les politiques économiques qui sont menées la différence entre ce qui est socialiste ou pas. Les Africains souffrent de pauvreté. Il y a ceux qui ont envie de mener des politiques pour les sortir de pauvreté et puis ceux qui essaient de s'enrichir par la politique. C'est un thème qui vous préoccupe puisque vous avez même publié des ouvrages. Oui. Je sens, on va y revenir tout à l'heure. Oui. Donc vous êtes investi dans ce qu'on appelle la démocratie parlementaire. Qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce que ça peut apporter à l'Afrique qui aujourd'hui en majorité a un régime présidentiel? Oui. Quand j'étais à l'Assemblée nationale, je me suis dit que on ne pouvait pas laisser la diplomatie des pays, surtout que la Côte d'Ivoire en 2000 était dans une situation un peu critique. Laisser la situation diplomatique juste dans les mains des ministres des Affaires étrangères et des diplomates professionnels. Qu'il fallait aussi, par le biais des élus du peuple, hommes et femmes, approcher les députés des autres pays et puis parler avec eux de la situation de la Côte d'Ivoire et puis échanger, compléter ce que les gouvernements font. C'est ce qu'on a appelé la diplomatie parlementaire. C'était utile que les peuples se parlent. C'est même utile que les peuples se parlent au-delà des rencontres des chefs d'État. Alors, après votre départ, est-ce que ça a toujours cours ou vous regrettez quand je vois quand je vois comment le président actuel de l'Assemblée nationale se déplace un peu partout dans le monde, je présume qu'il fait de la diplomatie, je présume. J'espère bien. Ben, on lui accorde le bénéfice. Oui. Alors, à un moment donné, vous avez claqué la porte, je pourrais vous appeler un transfuge du FPI, et vous avez créé votre propre parti aujourd'hui, Leader. Oui, Leader a été créé il y a 1 an et demi à peu près, pour faire entrer dans le champ politique de nombreux Ivoiriens qui jusqu'à présent restent à la porte de la politique et se disent c'est trop compliqué, c'est un jeu de mensonges, c'est un jeu de dupes, ça ne nous intéresse pas, ils sont tous pareils. Et devant ce découragement, il y a sur le champ politique des groupes qui sont venus gangréner complètement, qui ont des discours de belligérance. Et ces discours nous ont conduit à une crise grave, à une crise post-électorale qui a duré avec plein de morts. Et nous nous sommes dit, des amis et moi, qu'il faut proposer aux Ivoiriens et peut-être aux Africains que l'on puisse faire de la politique sans s'entretuer, faire de la politique comme ça se voit ailleurs, faire de la politique pour rendre service aux gens, non pas pour soutenir son groupe ethnique, soutenir sa famille et même soutenir son pays. Il faut voir la politique en Afrique comme quelque chose qui doit concerner l'ensemble des pays africains. Nos petits pays séparés ne se suffisent pas, ne se complètent pas, ne sont pas capables d'être viables. Ben, ce sont ces francs-parlers qu'on vous reconnaît aussi. Bon, moi, ça me convient, mais ça a l'air de déranger. C'est vrai, ça dérange. La dernière sortie, vous avez demandé qu'on suspende le salaire des députés. Parce qu'ils ont accordé l'autorisation de gérer par ordonnance. Voyez-vous, madame, dans la constitution ivoirienne, le président de la République a tous les pouvoirs. Il a vraiment de gros pouvoirs.
Il peut tout faire. La Constitution est taillée pour exactement. Et en plus de ce pouvoir, depuis qu'il est élu président, le président Ouattara gouverne par ordonnance. Depuis l'hôtel du Golfe. Jamais il n'a eu recours à l'Assemblée. La seule fois où je suis allé lui proposer, c'était un 20 avril 2011. Il a dit oui, ensuite il a dit non. Et puis depuis, il prend des ordonnances qui sont illégales. Et puis cette fois, il a décidé de demander carrément à l'Assemblée nationale de lui donner les pleins pouvoirs de gouverner par ordonnance, sans leur envoyer de loi, sans les consulter, sans demander leur avis. Et puis quand il termine, il viendra peut-être dans un an, et leur dit, bon voilà ce que j'ai fait avec l'autorisation que vous m'avez donnée. Or, ces députés ont été élus par le peuple, et on fait campagne en disant aux gens, votez pour nous, on va construire des écoles, des ponts, des routes, des maternités. Et puis au moment de passer à l'acte, ils disent au président de la République, voilà, vous êtes autorisés, faites ce que vous voulez, nous, on va attendre. Alors, si ils attendent qu'ils ne font rien, alors qu'ils sont payés par les impôts prélevés sur les populations, qui elles-mêmes ne sont pas bien riches, alors il vaut mieux qu'on ne les paye pas, puisqu'ils ont donné l'autorisation au président de gérer par ordonnance, ils se mettent en vacances. Et puis en fin 2013, quand le président aura fini, il va les convoquer en session extraordinaire pour venir ratifier tout ce qu'il aura fait, et puis on reprendra leur traitement à ce moment-là. Mais là, vous n'êtes pas un peu radical, parce qu'ils ont un volet de contrôle de l'action gouvernementale. Mais c'est ce qu'ils refusent justement de faire. Par ordonnance, la loi permet de contrôler le gouvernement. Si la loi des finances vient, que le président dit « je veux faire des routes, des ponts, des hôpitaux dans telle région », les députés de ces régions vont demander pourquoi c'est chez eux que ça va se faire, et puis les députés d'autres régions vont se demander pourquoi ce n'est pas chez nous. Et le président explique, est-ce que le pont qu'on va faire sur le tel fleuve est un pont utile? Est-ce que ça rapporte plus que de faire un autre pont à un autre endroit sur un autre fleuve? Et on discute de cela en contrôle pour voir que le président ne fait pas le pont dans son village, ne fait pas la route devant sa maison. Mais si les députés renoncent et donnent l'ordonnance, ils ne contrôlent plus l'action gouvernementale. S'ils renoncent à une des fonctions principales, la fonction principale du député. Le député est là pour contrôler le président. Et quand il dit « je renonce », vous faites, et puis après on va vérifier. Donc ils vont attendre la reddition des comptes. Ils se mettent à la place du peuple qui vote, et puis qui attend le prochain vote pour aller vous dire si oui ou non le président a bien travaillé. Or, les députés ont été élus pour contrôler. Ils ont renoncé à cela. C'est pas radical, je pense que c'est juste. Non, c'est passé par la loi, c'est passé par l'Assemblée. C'est donc légal. Oui, quand c'est légal, il n'y a pas de problème. Malheureusement, ce n'est pas conforme à l'état de droit. Bon, quoi soit. Alors, vous avez à votre actif plusieurs publications, mais moi, je vais en retenir 2, à la limite 3. Oui. Je commence par la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Oui. Aujourd'hui, quelle est la proportion ou la prévalence de cette pauvreté pour que vous, à travers ces écrits, que vous attiriez l'attention du monde? C'est en 97-98 que j'ai coordonné au sein du CODESRI à Dakar un programme africain d'études sur la pauvreté. J'ai réuni des chercheurs du continent et puis nous avons réfléchi, on s'est rendu compte que on cherchait la pauvreté en milieu rural. C'est vrai qu'elle existe, c'est vrai qu'elle est compacte, c'est là-bas qu'on trouve le plus grand nombre de pauvres, mais avec les longues années d'ajustement structurel, on a eu de nouveaux pauvres dans les centres urbains. Les pauvres urbains sont souvent oubliés. Et donc cette étude nous a permis de voir que si les pauvres urbains et les pauvres ruraux étaient mis ensemble, on avait une proportion qui dépassait les 50% et même plus. Et dans le lot, les femmes semblaient être les plus vulnérables encore. Et cette étude-là nous a permis d'attirer l'attention sur la pauvreté urbaine. Toutes ces personnes qui quittent les villages et qui sont en ville. On se dit, puisqu'ils vivent à Niamey, ils vivent à Dakar, ils vivent à Abidjan, bon, ils vivent dans un milieu où il y a de la lumière, il y a de l'eau courante, il y a de l'hygiène, et donc ils bénéficient de tout cela. Mais quand on va voir de près à Dakar, à Abidjan et Ouaga, Bamako, on se rend compte que ces personnes sont dans ces villes, mais ne bénéficient ni d'eau courante, ni d'hygiène,
ni de soins de santé, mais au lieu d'être dans des conditions de village où il y a moins de promiscuité, chacun se trouve dans une maison, il y a de la vertu, ils sont dans les centres urbains en pleine promiscuité. Alors, leur situation est encore plus délicate que les pauvres que nous rencontrons en milieu rural. La pauvreté, ce n'est pas dans le pays profond, c'est dans nos villes. C'est devant nos portes, dans les quartiers huppés de nos capitales souvent. Aujourd'hui, on dit que la pauvreté prend le visage féminin. C'est vrai, c'est déjà depuis très ancien, sauf que maintenant les femmes ont de plus en plus d'avocats pour expliquer qu'elles sont vulnérables et que lorsqu'il y a des pauvres hommes et femmes, dans le lot, les femmes sont souvent les plus pauvres des pauvres. On va y revenir. Est-ce que ces porteurs de voix portent réellement la voix et défendent vraiment ces femmes-là? Oh, moi, je le fais depuis longtemps déjà. Pour les femmes rurales, quand on voit comment elles vont au champ, en général, elles vont plutôt que l'homme. Et puis, elles restent un peu plus tard que l'homme. Entre midi et 2, elles sont obligées de faire la cuisine. Et elles travaillent avec des dabas, des machettes. Et souvent, les lopins de terre qu'elles exploitent ne leur appartiennent même pas. On dit que, voilà. Et dans cette pauvreté-là, la solution que je proposais, moi, depuis le Codesria et maintenant, un peu par c'est de dire, on ne peut pas résoudre le cas de la pauvreté des femmes seules en ignorant l'environnement général de pauvreté. Parce que si vous trouvez des moyens de les sortir de pauvreté, l'environnement les tire dans la pauvreté, exactement comme ceux qui font l'exode rural. Vont en ville, et vont du village, arrivent en ville, on pense qu'ils en sont sortis, mais en réalité, quand on vient les voir en ville, c'est encore plus mauvais. Il faut trouver une situation générale, une solution générale pour résoudre la pauvreté en milieu rural, et d'abord en milieu rural. Le plus grand nombre de pauvres en Afrique se trouvent dans ce milieu rural, les gens qui vont au champ, qui s'occupent d'agriculture. Et un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a rien, qui n'est propriétaire de rien au commencement. Il y a des gens qui ont quelque chose, mais qui l'exploitent mal. Mais le pauvre, il n'a rien. Et nos paysans n'ont même pas la propriété des terres sur lesquelles ils travaillent. Or, les pays qui se sont développés, les pays où il y a le plus grand nombre d'hommes riches, les pays qui ont connu le progrès économique sont les pays dans lesquels les États se sont dépêchés de donner des titres fonciers aux paysans. Une bonne réforme agraire. Une bonne réforme agraire qui ne demande pas qu'on arrache des terres aux uns pour donner aux autres, c'est pas du tout ça. Qu'on fasse d'abord le cadastrage du pays. Nos pays ne sont pas cadastrés. À part l'Afrique du Sud, un tout petit peu parce que les Européens l'ont fait, le Zimbabwe, la Namibie, partout où les Européens dans le Sud, et puis une partie du Kenya, le reste du temps, de l'Afrique du Nord maintenant, le Maroc a commencé à le faire, mais le reste, c'est la propriété floue. Et nos États, pour être plus vicieux, se sont déclarés propriétaires des terres. C'est vrai qu'à l'époque coloniale, le colon français qui arrive aux Britanniques déclare que toutes les terres sont à lui. Donc ces terres sont devenues propriété de la couronne d'Angleterre ou propriété de la couronne de France. Mais une fois que la colonisation s'est terminée, que le colon est parti, les nouvelles élites des indépendances auraient dû dire, bon, chers parents, maintenant que ceux qui étaient venus s'accaparer nos terres sont partis, reprenez vos terres, nous allons faire les papiers pour vous donner. Dans chaque village, on sait quel lopin de terre appartient à quelle famille et ou à quelle personne. On fait les lopins, on fait le cadastrage d'abord. Les géomètres sont là. En 1960, on pouvait dire qu'on n'avait pas suffisamment de géomètres. Aujourd'hui, dans tous nos pays, il y a des ordres de géomètres. Et les géomètres connaissent leur travail. Il y a du matériel sophistiqué avec le GPS. On peut faire tout de suite le cadastrage. Et puis, on fait les routes. On fait les servitudes, on remembre complètement le terrain comme en ville. Pour aller dans vos studios ou dans votre villa, vous avez une grande voie et puis une petite voie et une piste et puis un couloir. Et nos champs devraient être comme ça. Et une fois qu'on a fait cela, les femmes et les hommes qui vont avoir les titres fonciers, c'est une sorte de guichet unique. Le géomètre fait son travail. L'administration est là, le papier est préparé. Monsieur Intel, vous êtes propriétaire de 10 hectares, signé, cacheté, et ces titres fonciers sont donnés automatiquement. Avec la liberté
pour ces personnes de vendre, de louer ou de l'exploiter comme ils l'entendent, d'appeler des paysans de Bordeaux. Tiens, moi j'ai ici à Zender ou à Katiola 5 hectares de terre. Je ne suis pas très doué dans la technique, mais vous là-bas, vous savez comment étudier le sol, me dire quel type de culture je peux faire. Vous et nous, est-ce qu'on ne peut pas tisser une sorte de coopération? Il ne s'agit plus de coopération de ministre à ministre. C'est une coopérative de Koutiala ou de Katiola et une coopérative de Bordeaux qui se mettent ensemble, on exploite la terre, et puis on s'enrichit tous. C'est plus simple et en ce moment-là, les titres fonciers étant commercialisables, bon, les gens peuvent vendre. Et puis... Malheureusement, nous avons pris par le mauvais bout, comme on dit. Oui, les États se sont déclarés propriétaires et depuis, ce sont des conflits et des conflits. Mais aujourd'hui, s'ajoute aussi l'accaparement des terres par les... Mais justement, puisque les terres appartiennent à l'État, moi je suis homme d'affaires dans l'agro-business, je viens voir le ministre et puis je lui dis que je suis capable de développer de grandes plantations rizicoles dans votre pays, je peux investir 30 milliards de francs CFA, j'ai besoin de terres. Le ministre prend la carte du pays et puis dit, bon, on va vous donner 200 000 hectares dans cette zone, vous signez les papiers. Mais ces terres-là ne sont pas propriété du ministre. Parce que sur ces terres, il y a des villes, il y a des villages, il y a des familles qui, depuis de longues années, exploitent ces terres. Et ce sont le drame. Le drame, au lieu de donner les titres fonciers à toutes ces personnes, l'agro-business qui arrive, le milliardaire qui arrive, va dealer avec tous ces paysans, tous ces villageois, en disant, bon, moi, voilà, 30 milliards, je veux faire 200 000 hectares de riz. Et puis, ceux qui veulent participer viennent avec leur titre foncier pour dire, bon, monsieur, moi j'ai 5 hectares, je veux travailler avec vous, j'ai 10 hectares. Ces personnes deviennent des actionnaires de la société qui est créée. L'autre qui a ses 30 milliards vient avec sa technique, exploite le sol. Lorsqu'ils ont 1 tonne de riz ou 1 milliard de francs de chiffre d'affaires de bénéfices, et puis bon, chacun selon son espace donné à sa part, et puis tout le monde devient riche. Mais quand c'est l'État qui donne, c'est l'accaparement des terres, on a arraché et ça crée des conflits, des conflits. C'est le cas. C'est peut-être pour ça que vous demandez aujourd'hui à l'Afrique d'oser une nouvelle voie. Moi, je le crois, parce qu'en plus de cette question de terre, ça crée des conflits partout. Hein. On voit le cas de Mugabe là-bas, mais l'ouest de la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, les éleveurs, les paysans, c'est partout pareil. Si on veut repartir, moi mon plaidoyer c'est de dire aux nouvelles élites, prenons nos responsabilités. C'est pas compliqué. Certains d'entre nous ont fait les études de géométrie. Faisons le cadastrage. On paye le cadastrage et puis on donne les terres aux populations. Elles peuvent vendre et ça crée un marché hypothécaire, madame. Vous voyez bien. Parce que le paysan qui a un papier peut aller voir un banquier pour avoir un crédit bancaire, pour mettre sa terre en exploitation. S'il ne peut pas l'exploiter, il perd la terre. Si lui ne sait pas le faire, il loue la terre. Et ce marché va faire que la terre va prendre la valeur. Dans l'état actuel, on dit que l'Afrique est pauvre, mais les terres qui sont là rentrent dans la comptabilité nationale pour une valeur zéro. Parce qu'il n'y a pas de valeur dessus. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est encore plus grave quand on prend les femmes. Parce que non seulement il y en a qui n'ont pas du tout accès à la terre, quand elles exploitent les terres, c'est pas pour elles. Et parfois, il faut qu'elles payent. Bien sûr. Soit par les productions ou de l'argent et tout le reste. Alors, vous qui êtes homme politique et qui défendez certaines convictions, ayant des projets et qui suivez l'actualité de notre continent, quelle lecture et quelle appréciation apportez-vous à cet état de fait qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les pays? Oui. C'est concernant la situation des femmes, je pense qu'elles devraient s'impliquer encore plus dans la vie politique. De quelle façon? En militant un peu plus encore dans les partis politiques. Alors quand vous dites en militant, quand nous prenons les partis politiques, elles sont des animatrices de... Il ne faut pas qu'elles se contentent d'être des animatrices. Et vous savez, nos partis politiques créent le staff du parti, c'est le bureau, et puis on crée une sorte d'annexe, l'association des femmes,
ou l'association des jeunes, et puis qui ont leur propre bureau. Le staff normal se réunit, décide, et puis on dit aux femmes et aux jeunes, allez mobiliser pour suivre. Il ne faut pas que les jeunes et les femmes se contentent de cela. Et elles doivent être des responsables pour diriger les partis, et pour penser dans les partis. La mobilisation, les hommes et les femmes peuvent le faire, mais il ne faut pas que les femmes soient réservées juste pour dire sortez, un tel arrive. Il faut que les femmes soient... Mais pour ça, ça demande qu'elles consacrent beaucoup plus de temps à l'activité politique. Comment ça peut se faire? Les femmes qui sont cadres, qui ont fait des études supérieures, ou qui n'en ont pas fait, mais qui sentent le besoin de résoudre un certain nombre de problèmes spécifiques de l'Afrique, que ce soit pour les femmes, mais de l'Afrique. Il ne faut pas qu'elles restent à la marge, se contentant d'être des mobilisatrices. Qu'elles entrent dans les organes de parti, qu'elles participent aux réunions. Ça prend beaucoup plus de temps, mais Margaret Thatcher n'est pas tombée du ciel. C'est un exemple. Oui, elle n'est pas tombée du ciel. Et puis, Sarah Palin n'est pas tombée du ciel. Madame Clinton n'est pas tombée du ciel. Ce sont des femmes avocates, intellectuelles qui se disent « j'y vais ». Et au milieu des hommes, elles se battent. Alors, dans ces pays-là, la stratification est telle que vous partez du bas et vous avez votre ascension au sein du parti. Oui. Mais ce n'est pas la même structuration dans nos États, dans nos pays, par exemple. Les partis politiques ne sont pas ainsi structurés. Non, parce que souvent les partis ne sont pas construits sur des bases idéologiques. Je fais un parti pour répondre à un besoin spécifique, je veux devenir président de la République. Pas parce que j'ai en vue une vision de transformation du pays, un projet de réforme et un choix idéologique. Quand on dit tel parti en Afrique, on ne l'identifie pas par rapport à son programme, mais on l'identifie par rapport à son leader. Si je vous dis le parti travailliste anglais, dans votre tête, vous vous dites ceux-là, ils sont en connexion avec les syndicats anglais pour améliorer depuis des décennies maintenant, des lustres, les conditions des travailleurs, sur le salaire minimum, sur l'emploi des femmes, l'égalité. Si je vous dis le nom de n'importe quel parti africain, vous allez dire, ah, c'est le parti d'un tel, c'est le parti d'un tel. Les choix idéologiques importent. Mais tant qu'on est dans le choix du parti d'un tel, c'est ce tel-là qui fait la promotion des hommes, et les femmes, en général, elles sont laissées pour compte. Mais si on passe dans la phase idéologique, celles qui travaillent le plus, celles qui se préoccupent le plus de la situation des enfants, de la situation des ménages, la situation des populations, vont être aussi celles qui vont prendre les places. Vous savez, l'anecdote pour que Mme Thatcher devienne Premier ministre, au sein du Parti conservateur, les hommes, quand elle est décédée, là, nous nous sommes réunis et il y avait 3 candidats possibles pour être Premier ministre. Et puis, quand elle a pris la parole, les autres ont regardé, ils se sont dit, il n'y a pas meilleur qu'elle, on lui laisse la place. Quand elle a pris la parole. Mais ici, on ne prend pas la parole. On dit, bon, chef, faut nommer, on fait comment? Telle personne, et puis c'est bon. Et puis lui, il a tous les pouvoirs dans l'opposition, dans le parti. Et quand il devient président, il est difficile de lui dire, il faut lâcher. Je fais ça déjà depuis de longues années au sein de mon parti. Il faut que je continue. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Aujourd'hui, certaines, ou du moins certaines politiques ou certains militantismes débouchent aujourd'hui sur la question de la parité ou pour un accès des femmes au sein des sphères de prise de décision. Oui. Est-ce que c'est l'option qui convient aujourd'hui? Bon, mettons pas la charrue avant les les bœufs aussi. Africains ont tendance à adopter. C'est bon pour le principe, ça montre peut-être l'idéal ou l'objectif recherché. La parité, ça ne veut pas dire qu'on va obtenir ça tout de suite, mais ça veut dire qu'on recherche cette parité. Et peut-être même qu'on la dépasse. On légifère. Dans certains pays, on a légiféré pour et on oppose. Il faut déjà qu'il y ait des femmes qui militent. Et si elles militent, si elles sont dans les organes du parti, moi je suis convaincu qu'elles vont prendre le dessus sur les hommes. Parce qu'elles travaillent plus. Elles sont plus sensibles à
à la situation des personnes qu'elles rencontrent. Elles ont moins de l'esprit carnassier que l'homme politique qui, lui, cherche la place, La femme pense un peu souvent à son enfant, à son mari, à son ménage, qu'en dira-t-on. Mais c'est ce qu'on lui reproche dans les milieux politiques, justement, cette faiblesse-là. Parce que vous présentez comme un atout. Si on se réunit à 20 et qu'elle est seule dans le comité central ou dans la direction du parti, bon, on peut lui reprocher ça, et puis vous pouvez finir par lui donner une place de responsable des femmes dans le parti. Mais si elles arrivent et si elles sont nombreuses, et qu'elles arrivent, elles prennent la parole, on sera bien obligé de leur faire la place. Il faut qu'elles se battent aussi. La parité, même si par la loi c'est donné, s'il n'y a pas de femmes pour occuper les places, ça ne sera jamais, et l'arracher même, ça va être difficile. Alors déjà, cet épanouissement ou cette promotion passe aussi par une sorte d'autonomisation, vous l'avez dit. Il faut qu'elle soit... l'autonomisation qui passe quand même par l'éducation. L'éducation. Oui, l'instruction l'autonomisation est la conséquence de la responsabilité, mais qui vient aussi souvent du capital humain qu'elles ont, de l'instruction qu'elles ont. La responsabilité, l'esprit, elles l'ont déjà. Mais la formation, quand déjà tout jeune, on commence à lui faire comprendre de ne pas s'en faire, qu'elle sera prise en charge par son mari. C'est pas la peine d'aller à l'école, on va te trouver un bon mari. C'est un drame. C'est déjà faussé à la base. Qu'elles aillent à l'école, et très souvent d'ailleurs, c'est elles qui vont prendre en charge tout le monde. Et ça se voit dans la plupart des familles africaines. Quand elle est devenue médecin, quand elle est devenue avocate, c'est là qu'on se rend compte que, bon, il faut éduquer tel frère, les enfants de tel frère, les enfants de... Il faut qu'elle soit éduquée. Ensuite, l'autonomisation, c'est la révélation de l'individualité de chacun. Et qu'elles ne se contentent pas d'être dans la foule, mais qu'elles affirment leur personnalité. Il y a des modèles de femmes dans le monde. C'est vrai que dans la famille, déjà, nous brimons un tout petit peu nos sœurs, mais ça, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes brimés, et puis on se rabat sur les plus faibles d'entre nous. Quel est aujourd'hui l'apport de la microfinance dont on use aujourd'hui abondamment dans nos pays, dans cette, je ne veux pas utiliser le mot libération, dans cette promotion de la femme et de son autonomisation, puisque c'est le mot un peu galvaudé pour depuis de longues années, depuis l'exemple des expériences de microfinance au Cameroun, l'exemple des Mama Benz au Togo, au Bénin. Et si ça pouvait juste être copié dans d'autres parties, depuis les 20 dernières années, on aurait vu. Malheureusement, ce n'est pas, l'expérience nous prouve que ça ne se copie pas. Dans toutes nos capitales, il y a des instances de microfinance qui sont utilisées, qui sont de petites banques qui aident les femmes, c'est vrai, mais tant que la base structurelle n'est pas mise en place, quand on fait un crédit à une femme qui veut faire une plantation, un champ de gombo, on lui dit, vous ensemble, vous mettez un fonds de garantie, 2 millions, 3 millions, et sur la base, vous trouvez quelqu'un qui vous mette un fonds de garantie, et puis sur la base de ce fonds, chacune de vous, dans votre association, pourrait venir prendre un prêt pour faire ces opérations et rembourser. Mais si dehors, l'autonomisation n'est pas faite, la responsabilité n'est pas faite, l'appropriation de l'activité qu'elle va mener n'est pas faite, qu'elle reste dans un secteur informel, mais qui n'est pas connu officiellement de l'État, même si le maire sait qu'elle est là, elle fait des bananes braisées, le maire n'hésite pas à venir lui donner un ticket pour les places qu'elle occupe. Mais l'État lui considère qu'on ne la connaît pas puisqu'elle est sur un trottoir et elle n'est pas répertoriée. C'est le même État, la mairie, je connais, le même État, les impôts, je ne connais pas. Tant que sa situation d'appropriation, de propriété privée n'est pas clarifiée, la microfinance pourra toujours donner de l'argent. On entretiendra la femme dans un cycle. Elle ne va pas couler. Mais il y en a qui coulent parce qu'elles n'arrivent pas à prospérer et elles n'arrivent pas à payer non plus. Cycle, on n'arrive pas.
beaucoup coulent, mais il est difficile d'émerger complètement. Celles qui émergent souvent ont eu parfois un appui gratuit, autre que la microfinance. Un cousin, un parent, qui dit, bon voilà, tel argent, allez vous débrouiller. Et même là, c'est très difficile parce que ce fonds de commerce diminue avec le temps. C'est pour cela que la microfinance, tous les appuis qu'on peut apporter aux femmes ne pourraient réussir que si il y avait une ambiance entrepreneuriale autour, une facilitation des règles qui installe les femmes, qui leur donne la propriété privée des biens et qu'on sorte de l'informel, l'informel pourtant. Et qu'elles structurent leurs activités. Absolument. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement. Aujourd'hui, c'est plutôt exploité à des fins politiques. Ce sont de potentiels électeurs ou électrices. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Mais non, mais je le dis, j'ai en face un homme politique. C'est ce que nous faisons. Malheureusement. Et ça ne va pas loin. Non. Ça fait des feux de paille et puis on attend les prochaines élections. C'est pas bien. Alors, nous acheminons vers la fin de l'entretien. Concrètement, pour un homme politique qui aspire à de hautes fonctions comme vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, au regard de tout ce que nous nous sommes dit et ce qui fait vos convictions, qu'est-ce qu'il faut réellement aujourd'hui dire à ces femmes qui sont les leaders en Afrique et qui se mobilisent sous des vocables ou des courants d'idées ou des slogans qui ne répondent pas vraiment à la logique de promotion de la femme. Oui, ça c'est vrai. La première chose, c'est de dire engagez-vous. Engagez-vous en politique. Je ne vous dis pas d'abandonner vos activités, mais ne laissez pas la politique comme une activité pour les hommes. Engagez-vous. Et ne vous engagez pas seul, engagez-vous avec d'autres femmes. Dans cet engagement, exigez que l'on clarifie les règles du jeu économique. Quand il y a du flou, c'est pire pour ceux qui sont les plus vulnérables. Si les règles sont claires, que nos sœurs ou vos sœurs qui sont dans les campagnes peuvent dire « j'ai un champ », que celles qui sont en ville peuvent dire « j'ai une propriété, j'ai un magasin, j'ai une activité ». Il faut que ces règles soient précisées clairement et puis battez-vous pour que tous les enfants africains aillent à l'école, hommes ou femmes, parce que quand on dit les femmes seulement, les gens parfois sont réfractaires, que les enfants aillent à l'école. Engagez-vous, précisons la propriété privée des moyens de production et puis éduquons nos enfants. Il n'y a rien de tel que l'éducation, l'école. Ben, merci beaucoup. On espère bien que toutes ces projections prendront corps, un de ces quatre, pour que l'Afrique prospère et que la femme soit épanouie. Et je me bats pour ça. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Vos impressions pour une chaîne dédiée aux femmes, à quoi peut-on servir concrètement? C'est vrai que... À faire la promotion de toutes ces idées iconoclastes. Une chaîne dédiée aux femmes ne peut pas être une chaîne ordinaire. Présenter les femmes qui ont réussi dans leur domaine, pas seulement les pilotes d'avion, mais les ménagères, mais ce qu'elles savent faire bien, celles qui font de la tresse, celles qui vont au champ. Présenter les problèmes spécifiques aux femmes, que ce soit dans le milieu rural ou le milieu urbain, et montrer comment ces problèmes-là bloquent toute l'économie nationale, parce qu'elles sont quand même la moitié de la société, mais souvent même un peu plus. Si cette moitié est faible, bon, la société ne peut pas devenir forte. Et puis, expliquer aux hommes que c'est vrai qu'on a tous des problèmes, mais que tout seuls, ils ne peuvent pas penser ces problèmes et les résoudre. Ils sont obligés d'admettre qu'une femme est une femme, c'est vrai, mais qu'elle a un cerveau, elle réfléchit comme tout le monde, et que c'est ensemble, en travaillant avec elle, pas pour identifier les problèmes des femmes. Moi, je suis contre cette option. Les femmes pensent les problèmes des femmes, les hommes pensent les problèmes de tout le monde. Non, elles sont capables de penser les problèmes de tout le monde, les prendre comme tels, les intégrer et puis arrêter le masochisme qui ne nous sert pas, d'autant plus que nous sommes tous pauvres et pas toujours très brillants. Ben, je m'en tiens à cette conclusion. Merci beaucoup, Mamadou Coulibaly.
C'était notre invité et comme vous l'avez vu, il n'a pas sa langue dans sa poche, il le dit. Merci de continuer à être ce que vous êtes. Ça apportera un plus à l'Afrique. Merci beaucoup. À bientôt. Merci de m'avoir reçu. Ben, c'est nous qui sommes honorés. Ce sera tout. Merci bien. À très bientôt.